Bonjour tout le monde. Donc, nous allons commencer avec Claire Barrel-Moisan. Elle est chargée de recherche au CNRS. Elle enseigne à Hamilton College Paris et Middlebury College Vermont. Spécialiste de la poétique romanesque balzacienne, elle a publié des travaux sur la littérature romanesque du 19e siècle, en particulier sur Balzac, Sand et Flaubert. Ses recherches portent actuellement sur les sciences dans le roman français et dans la presse. Elle est membre de l'ANR Numa Presse pour une histoire littéraire et culturelle de la presse française et elle dirige l'ANR Anticipation sur le roman d'anticipation scientifique 1860 à 1940. Parmi ses publications, le 19e siècle face au futur, 2018, j'ai un lien internet même pour y accéder. L'anticipation dans l'espace médiatique francophone 1860-1940. Claire Barrel-Moisan et Jean-François Chassé apparaissent cet automne aux Presses universitaires de Montréal. Elle participe à la nouvelle édition de la Comédie humaine sous la direction d'Andrea Del Luongo, apparaître aux éditions Garnier, Paris. Merci d'être là. Merci, je voudrais remercier les organisateurs du colloque parce qu'on a déjà commencé avec une matinée passionnante et je me réjouis des 2 jours qu'on va passer ensemble. Et voilà, donc merci à eux. Alors je vais vous parler de la comédie humaine, un mobile romanesque paradoxal entre le cheminement d'un parcours et la discontinuité des blancs fictionnels. La comédie humaine fonctionne comme une macro-œuvre à l'architecture complexe et ambitieuse, donc conçue selon une structure radicalement neuve qui déconcerte les lecteurs du XIXe siècle. Il s'agit d'un modèle de sérialité original dont Balzac expose les fondements dans la préface d'une fille d'Ève. Je cite : « Vous aurez le milieu d'une vie avant son commencement, le commencement après sa fin, l'histoire de la mort avant celle de la naissance. » Plusieurs ordres de lecture des œuvres balzaciennes sont possibles. Comme l'ont fait les contemporains de Balzac, on peut entreprendre de traverser la comédie humaine en suivant l'ordre chronologique de publication des œuvres dans la presse et sur une multitude de supports. Ou bien, comme la plupart d'entre nous l'ont fait, dans l'ordre aléatoire des lectures scolaires et personnelles. Ou encore en parcourant l'œuvre selon l'ordre démonstratif conçu par Balzac, les scènes de la vie de province succédant alors aux scènes de la vie privée, au sein des études de mœurs, pour aboutir, série par série, aux scènes de la vie politique, scènes de la vie militaire et scènes de la vie de campagne, avant d'atteindre l'étage supérieur des études philosophiques, et puis enfin le sommet des études analytiques. Quel que soit l'ordre adopté, le lecteur doit affronter une structuration audacieuse du temps fictionnel. Le principe de retour des personnages d'un roman à l'autre induit une circulation de l'information au sein de la comédie humaine qui se rapproche à certains égards de celle qui régit le monde réel. Le lecteur se trouve ainsi placé face à des fragments de vie présentés dans un ordre aléatoire, à des destins creusés de blanc qui souvent ne sont pas comblés par le narrateur. Le projet de cette communication est d'analyser en quoi ce mobile romanesque balzacien constitue un modèle inédit d'expérimentation sur l'écoulement du temps fictionnel. Je me propose de confronter les effets de lecture et d'interprétation des séries qui naissent de différents modes de navigation dans l'œuvre. Tout d'abord dans la continuité de la structure architecturale conçue par Balzac, puis dans la réorganisation chronologique de la comédie humaine imaginée au début des années 1950 par Albert Béga. Et enfin, en envisageant les possibilités de jonction inattendue entre les textes que Balzac suggère par l'usage d'une intertextualité interne à la comédie humaine. Fresques composées de différentes parties, galeries de tableaux où se succèdent les cadres, mosaïques, long ouvrage constitué de fragments, labyrinthe ou cathédrale, la multiplicité de métaphores égrenées par Balzac au fil de ses préfaces témoigne de l'intense travail de réflexion poétique auquel le romancier s'est constamment livré sur la composition de son œuvre et sur ce qu'on appellerait aujourd'hui son caractère sériel. Dans la préface du Père Goriot, Balzac dresse de lui-même un autoportrait, je cite, « Un Homère toujours inachevé, qui partage avec Dieu la fatigue ou le plaisir de coordonner les mondes. » Ainsi, le romancier, Nouvelle Homère, les échos avec ce matin, reprend la forme cyclique qu'ont inauguré l'Iliade et l'Odyssée pour écrire à son tour l'épopée contemporaine,
celle de la France post-révolutionnaire. Il présente sa création non pas sous le signe de la fabrication d'un monde, mais avant tout comme le travail pour coordonner les mondes. Au cœur de l'écriture, donc, se trouve cette jouissance de coordonner les œuvres, d'organiser, de relier les romans, de produire entre eux des effets d'écho, de symétrie ou de progression. C'est le plaisir de l'assemblage de la série, qui élargit l'échelle de la disposition classique, depuis l'agencement des différentes parties du discours de l'orateur, à l'organisation d'une centaine d'œuvres à combiner dans la comédie humaine. Dans le parcours de lecture progressif conçu par Balzac, le lecteur débute son cheminement par une unique porte d'entrée dans la cathédrale balzacienne, la maison du chat qui pelote, et il est conduit vers une porte de sortie, elle aussi unique, le couronnement apporté idéalement par les études analytiques. Le travail d'interprétation de chaque texte se trouve alors enrichi par l'analyse de sa position dans la structure, avec les effets d'écho, de progression ou au contraire de renversement qu'elle entraîne. Dans cette logique dirigiste, la structure fonctionne donc comme un outil herméneutique orientant la lecture de chaque œuvre. Une macro-œuvre comme la comédie humaine constitue une forme d'expérience limite pour les théories de la lecture. Celles-ci se sont en effet avant tout intéressées à la construction de la communication au sein d'un même texte. Umberto Eco définit ainsi le texte comme une machine paresseuse qui, pour fonctionner, a besoin des prévisions du lecteur, qui émet des hypothèses sur ce qui va suivre, hypothèses confortées ou invalidées ensuite par le texte lui-même. Un modèle de cette activité participative serait donc celui de la partie d'échecs. Wolfgang Iser, dans la même logique, définit des lieux plus spécifiques où le lecteur se trouve sollicité, les Leerstelle ou les places vides. En ces lieux, les manques d'informations suscités par l'auteur, je cite, déclenchent une interaction au cours de laquelle les lacunes du texte sont comblées par les représentations du lecteur. Il y a indéniablement un changement d'échelle entre les Leerstelle, ces plans textuels qui constituent des lieux d'indécision dans le livre, et les intervalles, les blancs qui séparent deux œuvres d'une série. Au-delà de ce changement d'échelle, y a-t-il également un changement de logique ? Nous allons le voir, le dispositif de la comédie humaine fonctionne non seulement comme une machine paresseuse, sollicitant la participation de son lecteur, mais comme une formidable machine de démultiplication du sens et de pluralisation de ce sens. Dans la conception balzacienne de la série, les romans ne sont pas ordonnés selon des critères chronologiques, mais en vertu de correspondances thématiques ou de variations esthétiques. Les intervalles entre les œuvres correspondent alors à des écarts temporels aléatoires qui peuvent projeter le lecteur dans le futur ou dans le passé par rapport à l'œuvre qu'il vient de quitter. L'enjeu des intervalles tient aux effets d'écho ou d'inversion qu'ils peuvent produire. La structure de la comédie humaine permet de combiner le morcellement en unités signifiantes disjointes et la continuité d'une lecture progressive et démonstrative qui incite le lecteur à une réinterprétation de chaque œuvre à la lumière de celle qui lui succède. Balzac apporte ainsi un soin tout particulier au choix des œuvres pour les lieux stratégiques que sont l'ouverture et la fermeture de chaque série. Les deux bornes des scènes de la vie parisienne en constituent un bon exemple. Dans la préface de Splendeur et misère des courtisanes, Balzac annonce la structure en reflet inversé qui doit faire se répondre les deux seuils de cette série parisienne. L'histoire des 13 et l'envers de l'histoire contemporaine. Je cite, « En commençant les scènes de la vie parisienne par les 13, l'auteur se promettait bien de les terminer par la même idée, celle de l'association, faite au profit de la charité, comme l'autre au profit du plaisir. » Les romans qui encadrent le tableau balzacien de la cathédrale dévoilent l'action de deux sociétés secrètes dédiées à des objectifs opposés. D'une part, le plaisir et l'ambition d'hommes avides de pouvoir, d'autre part, le soulagement de la misère par un système de prêts sans intérêt. La première est composée de jeunes gens conquérants qui règnent sur la société, la seconde de vieillards blessés par l'histoire, vivant à l'écart des salons et de la vie sociale. La symétrie se poursuit dans les engagements idéologiques des membres de ces associations. L'une réunit des ex-chouans, des ultras et des représentants du parti religieux, l'autre des aventuriers qui prônent une alliance entre les orléanistes et la gauche. Ce travail de rééquilibrage des scènes de la vie parisienne par l'effet de retournement élaboré entre ces deux seuils vise ainsi à guider l'interprétation du lecteur et à mettre en relief la signification du parcours de la comédie humaine. Il témoigne de l'activité spécifique demandée au lecteur dans l'investissement des intervalles qui séparent les romans au sein de l'ordre de lecture fixé par Balzac pour l'ensemble de son œuvre. Pour célébrer le centenaire de la mort de Balzac en 1948, le critique Albert Béguin lance une vaste entreprise de réédition de l'œuvre balzacienne qui réorganise les œuvres
cette fois dans un nouvel ordre, selon la chronologie de l'action. L'enjeu de cette édition est de modifier le rapport à la temporalité dans la comédie humaine en rejetant la discontinuité et le morcellement des destins des personnages présentés dans un ordre chaotique. En substituant à cette temporalité insaisissable un flux continu et progressif qui rencontre les personnages à des intervalles certes imprévisibles, mais toujours orientés dans le sens du vieillissement. Les éditeurs tendent à transformer en quelque sorte la comédie humaine en recherche du temps perdu. L'effacement des brouillages temporels qui déstabilisent et complexifient les itinéraires des personnages balsaciens est souligné avec une grande netteté par Albert Béguin dans sa préface. Et c'est pour lui une des améliorations notables que son édition apporte à l'œuvre de Balzac. Je le cite. « Il nous sera épargné d'hésiter quand entrera en scène un personnage déjà rencontré dans un autre épisode de la comédie humaine. À qui n'est-il pas arrivé, même balsacien éprouvé, de lire une aventure de Rastignac ou de Suzanne du Val-Noble, et, se prenant la tête à deux mains, de se dire « Voyons, ceci se passe-t-il avant ou après cet autre épisode où j'ai déjà vu apparaître le même personnage ? A-t-il vieilli depuis lors ou dois-je l'imaginer plus jeune ? Sa vie est-elle montée vers les splendeurs ou, déjà descendue d'un degré, glisse-t-elle vers l'abîme et les tragiques déchéances ? Relisons Balzac selon l'ordre de la chronologie intérieure et nous n'aurons plus ces incertitudes. » Le temps strictement orienté de cette édition tend en effet à supprimer les fréquentes ambiguïtés de datation de la comédie humaine. Albert Béguin regrette dans sa postface de n'avoir pu aller plus loin. Ce qu'il aurait, semble-t-il, souhaité, c'est de parvenir à faire coïncider cette suite de romans balsaciens avec le modèle de la saga ou du roman fleuve typique de l'entre-deux-guerres, comme les Thibault, ce qui permet au lecteur de retrouver, sans rupture majeure, les mêmes personnages à chaque épisode, simplement légèrement vieillis. De fait, la non-succession des intrigues est perçue comme un inconvénient que cette édition n'a pas réussi à combler. Je cite, « Alors que nous souhaitions, grâce à cette ordonnance nouvelle, faciliter une lecture qui puisse suivre d'étape en étape la vie de chaque personnage et l'évolution de la société, il arrive plus d'une fois qu'entre ces épisodes viennent se loger maintenant un roman ou un ensemble de romans qui nous entraînent dans un milieu tout différent, nous promènent de Paris en province et nous font quitter très longtemps l'histoire commencée. » De fait, il s'agit là d'une des richesses essentielles de l'œuvre balsacienne, que la simplification et la mise à plat de la temporalité effectuée par la réorganisation des romans ne parvient pas à supprimer. Loin de regretter l'absence d'une continuité parfaite, apte à clarifier la lecture, le critique Marcel Boutron commande cette édition en rapprochant ces intervalles du travail proustien sur le temps. Les diverses parties de l'œuvre totale acquièrent à la fois la cohérence d'un développement continu et l'heureuse surprise des contrastes répétés. Si par exemple le personnage de Louis Lambert, apparu aux premières mesures de la symphonie, lui donne une de ses tonalités dominantes, on a plaisir à le retrouver ressurgi comme un thème longtemps tombé au silence, le long du rivage breton, où le ramène en 1823 un drame au bord de la mer. Et l'on citerait bien d'autres personnages, auxquels vient s'ajouter plus manifestement, grâce à ces retours mesurés par les uns, cette dimension supplémentaire du temps dont parlait Marcel Proust, dimension proprement métaphysique et qui est indispensable à la profondeur d'une grande œuvre romanesque. De tels effets d'écho lointains sont certes présents dans la comédie humaine organisée dans l'ordre prévu par Balzac, mais l'inversion fréquente des épisodes dans le temps les rend, selon le critique, plus obscurs, plus difficiles à saisir lors d'une première lecture. L'exemple choisi par Marcel Boutron est particulièrement révélateur à cet égard. Louis Lambert a été rédigé avant un drame au bord de la mer, mais Balzac a choisi un ordre de lecture dans les études philosophiques qui fait d'abord rencontrer le narrateur mystérieux de la nouvelle, un drame au bord de la mer, avant que le lecteur comprenne, plusieurs romans plus loin, qui est vraiment cette figure esquissée dans l'épisode breton et quelles sont les causes de sa visible fragilité psychologique. L'effet de cette inversion, de ce brouillage temporel, est d'induire, a posteriori, après la lecture du roman Louis Lambert, une autre lecture de la nouvelle que le lecteur avait d'abord parcourue sans connaître l'arrière-plan dramatique que constitue la quête scientifique du personnage et sa folie. Si les effets de surprise et de reconnaissance soudaine sont présents dans les deux ordres de lecture, donc celui voulu par Balzac et celui qu'a réorganisé Albert Béguin, celui d'Albert Béguin simplifie ses constructions subtiles. Le temps n'est plus vécu par le lecteur comme une énigme à reconstruire, mais comme un donné que l'on se contente de suivre.
L'élément le plus original et le plus novateur de cette édition du centenaire de la mort de Balzac est une annexe publiée dans le tome 16 qui dresse une chronologie de la comédie humaine permettant de suivre, année par année, les événements survenus à l'intérieur de l'univers fictionnel balzacien. La présentation est la suivante. Chaque année commence avec un court résumé des faits de l'histoire de France, sans qu'y interfèrent les éléments de la fiction. Puis, les rubriques se succèdent sur plusieurs pages, présentant cette fois exclusivement des événements fictionnels. La forme et le titre des rubriques sont calqués sur le modèle du journal, et l'on voit se succéder état civil, naissance, mariage, décès, nouvelles officielles, mouvements commerciaux avec les achats, les ventes, les successions. Ensuite, les journaux, donc les modalités, les faits divers, les théâtres, les élections. Et puis, indiscrétion et communiqué, c'est-à-dire tous les bruits de liaison et de rupture parmi les habitués des salons et toutes les célébrités de la comédie humaine. Cette formulation concise et neutre de faits qui étaient présentés dans la fiction d'un point de vue entièrement différent, soit biaisés par le regard du personnage qui les focalisait, soit dramatisés par un narrateur qui leur conférait une profondeur spécifique en les liant à un riche contexte, produit un effet d'étrangeté et de mise à distance particulièrement saisissant pour le lecteur balzacien. C'est finalement dans cette annexe qu'Albert Béguin réalise pleinement son rêve de continuité parfaite de la fiction, de respect strict de la chronologie. Il avait souhaité montrer à travers son édition l'évolution progressive de l'univers fictionnel balzacien. Il n'échappe en fait qu'ici à un inconvénient qui avait fait obstacle à ses projets. Les romans qui s'étendent sur plusieurs dizaines d'années étaient en effet la cause de brusques ruptures temporelles dans la série, puisque le passage de la fin d'un roman à l'œuvre suivante obligeait le lecteur à d'importants sauts en arrière dans la chronologie. Dans cette annexe, les romans sont fragmentés, pour ainsi dire atomisés, dans l'unité la plus petite qu'on puisse imaginer, l'événement. La progression propre de chaque roman est donc entièrement rompue et remplacée par la pure linéarité du temps, où se trouvent mêlés et intercalés tous ces fragments minimaux de fiction. C'est donc effectivement dans cette annexe que l'on peut voir vieillir ensemble tous les personnages balzaciens, indépendamment du roman où ils s'inscrivaient, de leur contexte d'origine et des liens complexes qui les unissent les uns aux autres. Cette chronologie est un exemple caractéristique des fantasmes de totalisation et de rupture des frontières fictionnelles que produit le texte balzacien. Mais au-delà de sa complétude et de ses jeux sur les limites entre fiction et réalité, la chronologie est aussi intéressante par tout ce qui, dans le roman balzacien, lui échappe. En réduisant les romans à une somme d'événements résumés en quelques mots et dispersés selon les exigences de la datation, elle ôte évidemment au texte balzacien sa chair, elle produit un texte illisible, une succession de faits anecdotiques. Il est d'ailleurs curieux de remarquer que les événements sélectionnés dans cette chronologie sont souvent des faits qui passent presque inaperçus à la lecture du roman ou qui jouent un rôle très secondaire dans l'intrigue. Le fil de la chronologie élimine en effet la majeure partie du roman balzacien, caractérisé par la place qui tient le discours, la description et tout ce qui ne relève pas de l'événementiel. Que resterait-il d'un roman utopique comme Le médecin de campagne, où le fil de l'action est si ténu, s'il fallait le faire entrer dans cette chronologie ? Cette annexe exhibe donc, à son cœur défendant, à la fois le fonctionnement efficace de la comédie humaine comme monde complet et l'impossibilité de rendre compte d'une telle entreprise romanesque à travers le filtre événementiel. Elle exacerbe en quelque sorte les ambitions et les limites de l'édition proposée par Béguin, en mettant en évidence tous les enjeux liés à la gestion du temps fictionnel. Je voudrais finir avec l'analyse d'un dernier effet de lecture lié à la gestion des intervalles sériels dans la comédie humaine. Il s'agit des jonctions inattendues créées entre les textes par l'usage de l'intertextualité interne à l'œuvre balzacienne. En même temps qu'il élaborait ce cheminement guidant la lecture de son vaste ensemble romanesque, ce qu'on a évoqué au tout début, Balzac a multiplié les dispositifs qui permettent de créer des courts-circuits dans son parcours, en produisant des ponts entre les romans, indépendamment de leur place dans le système. En dessinant le modèle de la comédie humaine comme mobile romanesque, Michel Butor souligne le rôle capital des personnages reparaissants dans cette optique. Mais à ces liens fictionnels créés entre les romans, on peut également ajouter des jonctions proposées par le discours octorial, qui fait explicitement référence au sein d'un roman au titre d'une autre œuvre de la comédie humaine. Le rapport entre le lecteur et le texte ressemble alors à celui qui est élaboré dans le cadre des pratiques hypertextuelles. La comédie humaine se transforme en effet en une sorte d'hypertexte, où les noms des personnages, les références à certaines situations fictionnelles, ou les injonctions
à la lecture d'un autre roman, du type Voyez le Père Goriot, sont autant de liens, au sens informatique du terme, que le lecteur choisit d'activer ou non, en se rapportant ainsi au roman désigné. Si l'on pousse à la limite ce modèle de lecture déconstruite, qui brise la linéarité des œuvres, on aboutit à un texte fractionné jusqu'à l'atomisation en unités de longueur aléatoire. Les segments de texte accolés sont ceux que séparent deux sauts d'un roman à un autre. Leur succession dessine un immense texte virtuel, constitué de séquences dont la cohérence ne porte que jusqu'au fragment suivant. Sans aller jusqu'à la création d'un tel texte infini et expérimental, le principe de retour des personnages dans la comédie humaine fait que le lecteur découvre des fragments de vie présentés dans le désordre et troués de vide. L'importance dans la constitution des personnages balsaciens du rôle de ces blancs, qu'on peut comparer au Leerstelle théorisé par Iser, a été notamment soulignée par Maurice Bardèche lorsqu'il analyse le rayonnement d'une figure comme celle de Madame de Beauséant. Je le cite. « Quelque part, dans un espace de la comédie humaine qui ne porte point de titre et qui en est la contrée la plus précieuse, se lève un immatériel portrait de femme que ni l'une ni l'autre des œuvres de Balzac ne nous ont donné, mais que son œuvre entière, que l'Hinterland balsacien, a fait naître du rapprochement de deux images et d'une poétique fatalité. Certains personnages ne peuvent être perçus dans toute leur ampleur que dans les vides de la comédie humaine. » Un des effets les plus novateurs de l'architecture balsacienne, dans l'interaction qu'elle crée avec le lecteur, réside dans ces jeux intertextuels, ces jonctions qui se dessinent entre les romans, lorsqu'on découvre que sont liés des personnages que rien ne rapprochait auparavant. L'expérience que fait le lecteur est alors comparable à certains égards à celle que rapporte le narrateur proustien, lorsqu'il constate soudain que les côtés de Méséglise et de Guermantes, qui relevaient pour lui de deux univers incompatibles, sont en fait contigus. Les rapprochements inopinés entre les romans de la comédie humaine contredisent de même l'autonomie de mondes fictionnels que le lecteur supposait auparavant étanches. Ainsi, le personnage d'Émilie de Kergarouët, qui avait vu son destin brisé par ses préjugés nobiliaires à la fin du bal de Sceaux et qui semblait renoncer définitivement à tout épanouissement amoureux, réapparaît, finalement remarié, au hasard d'une conversation dans Béatrix. Je cite la question d'un autre personnage. Ces Kergarouët sont-ils parents des Portenduère et du vieil amiral de Kergarouët dont la veuve a épousé Charles de Vandenesse, demanda Madame de Rochefide. Un autre roman de la comédie humaine, La femme de 30 ans, redessine encore différemment le destin deux fois malheureux d'Émilie de Kergarouët, puisque le lecteur y apprend que Charles de Vandenesse, 8 ans après avoir épousé la jeune femme, est en fait toujours l'amant de sa vieille maîtresse, Madame d'Aiglon. Les personnages laissent ainsi échapper, par bribes, au détour de leur dialogue, des informations essentielles qui transforment la perception d'un dénouement et tissent des liens subtils entre ces trois romans. Je voudrais, pour conclure, examiner le rôle décisif conféré à la mémoire dans l'activité de lecture. Existe-t-il vraiment un lecteur capable d'actualiser complètement l'infinie complexité des liens tissés entre les romans à travers l'apparition fugitive, parfois à peine perceptible, de silhouettes déjà rencontrées au fil des fictions? Ce lecteur a la mémoire absolue, proche du personnage proprement surhumain imaginé par Georges-Louis Borges dans Funès ou La Mémoire, n'est-il pas nécessairement virtuel et chimérique? Cette image d'une réalisation absolue et hyperbolique des virtualités contenues dans la comédie humaine fausse en fait le projet balsacien. Elle transforme cet ensemble romanesque en une forme de puzzle dont le lecteur devrait élaborer une reconstruction mentale complète. Il n'existerait alors qu'une solution à atteindre, une réalisation unique capable de rassembler tous les morceaux disjoints en une totalité cohérente. Toute lecture oublieuse, laissant de côté des fragments du puzzle, ou accrochant l'un à l'autre des morceaux qui ne sont pas censés coïncider, serait alors une lecture inférieure par rapport au modèle idéal produit par une mémoire parfaite du lecteur. Or, la richesse de l'architecture dessinée pour la comédie humaine tient au contraire au fait que chaque parcours, chaque lecture est unique et produit par conséquent une configuration singulière des fictions. Tout l'intérêt de l'intertextualité interne à la comédie humaine réside dans les effets de sens inattendus et imprévisibles qui jaillissent soudain des rapprochements de deux romans. L'oubli et toutes les défaillances de la mémoire n'invalident donc en rien la valeur d'une lecture de la comédie humaine. C'est en somme l'une des expérimentations les plus novatrices de cette œuvre-monde que de permettre ainsi à son lecteur de se faire, en quelque sorte, co-auteur de la fiction
en investissant de façon infiniment différenciée les blancs ou les jonctions possibles entre les œuvres. Le mobile romanesque de la comédie humaine réalise ainsi le projet de coopération entre auteur et lecteur que suggérait déjà le jeune Balzac dans sa Physiologie du mariage. Lire, c'est créer peut-être à deux. Merci. Merci beaucoup, Claire. J'ai une question. À quel point ces deux lectures peuvent coexister? C'est-à-dire, en tant que non-spécialiste de Balzac, je me pose la question. C'est-à-dire, à quel point on peut avoir une légitimité d'écrire justement une œuvre dans laquelle cette hyper-mémoire a un sens, et du coup essayer de reconstruire quelque chose de cohérent, et de l'autre côté une lecture plus fragmentaire. Les deux peuvent exister, et elles nous disent quelque chose, une question assez naïve, parce que elles nous disent quelque chose de Balzac, ou elles nous disent quelque chose d'autre chose. C'est-à-dire, tu vois, est-ce qu'on cherche est-ce qu'il y aurait une approche où on cherche une vérité de Balzac, ou où on cherche plutôt un sens de réception? Voilà, comment tu articules ces deux Je pense que les deux lectures sont absolument possibles et coexistent de fait. C'est-à-dire que l'œuvre balzacienne pousse à ce fantasme de totalité, de lecture complète, la création d'un univers fictionnel complet, etc. Mais les contemporains l'ont reçu par petits morceaux. Balzac lui-même la réorganise sans cesse. Et toute la richesse, il me semble, de l'œuvre, c'est justement de permettre à chacun de se construire sa comédie humaine. Mais il y a la volonté de créer une interprétation par l'ordre conçu. Donc, je trouve que justement la profondeur de la lecture de chaque œuvre, c'est à la fois de tenir compte de cet effet de construction, de programmation d'une lecture, vouloir que le lecteur saisisse la réinterprétation de l'œuvre par l'ensemble, et en même temps avoir la liberté soi-même de circuler, reconstituer tous ces ponts fictionnels en fait. Juste petit corollaire, vraiment, ça, question juste d'ignorant. À quel point l'architecture balzacienne est cohérente? Est-ce qu'il y a des incohérences notables qui font comprendre que on peut pas, un monde unique n'est pas possible, parce qu'en fait, un personnage par exemple fait des choses contradictoires? Alors oui, il y a des personnages qui sont blonds et qui deviennent bruns et ce genre de choses. Donc ça, oui, effectivement, il y a des incohérences. En fait, certaines ont été interprétées justement des personnages qu'on voit jeunes et qu'on voit vieillir dans des positions idéologiques totalement différentes, dans des positions sociales aussi totalement différentes. Et derrière, il y a un discours sur l'ascension sociale dans la société, etc. Donc, ensuite, sur la cohérence de la construction globale et non pas des itinéraires personnage par personnage, en fait, c'était une sorte d'obsession balzacienne. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de documents, de carnets dans lesquels il fait des listes, il essaye d'organiser de manière démonstrative, en fait, de couvrir tous les champs de la société. Et il y a une sorte de plaisir de la liste à l'état pur, en fait, qui est pas, même sans que les œuvres soient produites derrière, au-delà des engagements qu'il prenait et qu'il ne tenait pas. Je pense que l'architecture devient à elle-même une sorte d'œuvre. Il a publié tout seul, en 1845, le catalogue, ce qu'il appelait le catalogue de la comédie humaine, et dans lequel beaucoup des romans n'ont pas été finalement réalisés, mais qui montre un discours qui voulait tenir global. Ensuite, les contraintes économiques et le besoin de remplir les volumes faisait que des œuvres qui étaient conçues par exemple pour les scènes de la vie parisienne étaient publiées temporairement dans les scènes de la vie privée, mais il a annoté son exemplaire en fait quand il a publié la comédie humaine un seul gigantesque, chez un seul éditeur à partir de 1842. Au fur et à mesure que ça paraissait, il l'annotait, il le corrigeait, et donc à ce moment-là, il notait les redistributions qu'il voulait pour que ça corresponde au monument qu'il voulait construire. Mais c'est un monument troué de vide, ça a été beaucoup discuté, parce que c'est un monument qui est aussi un replâtrage, qui est aussi quelque chose qui s'écroule au fur et à mesure, et puis dont la critique et toute la réception balzacienne a voulu extraire
des éléments qui correspondaient à ses propres choix esthétiques et idéologiques. Par exemple, le Balzac de Zola, c'est une petite partie de Balzac qui met de côté toute une partie de Balzac. On a sans arrêt fait des sélections et remorcelé cet édifice global. Oui, dans quelle mesure, selon toi, le modèle référentiel de cette façon de présenter des personnages en passant est celui de la presse et de la culture médiatique, puisque dans un article de journal, les gens peuvent apparaître comme de simples noms et parfois être au cœur de l'article. Est-ce que c'est pas, dans le fond, ce qu'il essaye d'imiter, c'est cette nouvelle relation médiatisée à la réalité qui serait celle de la culture médiatique, une esthétique presque journalistique de représentation du monde? C'est une hypothèse très intéressante, parce que bon, c'est aussi un journaliste, il est au cœur du système médiatique qu'il connaît très très bien, qu'il a aussi rejeté, caricaturé, mais bon. Lui-même ne l'a jamais théorisé comme tel, mais je pense que oui, on peut voir ça comme une forme d'imprégnation. Il n'a pas de modèle pour le penser sous cette forme-là. Le principe d'insertion de la comédie humaine dans le journal, bon, c'est 1836, mais les textes du début, par exemple, sont des textes courts qui ne sont pas vraiment conçus selon ce modèle-là. En fait, c'est lié à la question du retour des personnages et au statut qu'on donne à ce retour des personnages. Il voit ça comme quelque chose de totalement novateur, comme une sorte d'illumination. Il le présente comme une illumination qu'il aurait eue. Alors, elle peut être liée à cette imprégnation en tant que journaliste, mais il le voit comme quelque chose de radicalement nouveau, en fait. Oui, j'avais une question, merci beaucoup pour votre intervention. Sur le modèle de Béguin, justement, pourquoi est-ce qu'il fait ce travail-là? Quelle est sa... Moi, ça fait très longtemps que je n'ai pas lu du Béguin, mais c'est quoi son modèle esthétique? Pourquoi est-ce qu'il va essayer d'aplatir comme ça Balzac pour le rationaliser? Je pense que c'est vraiment la volonté de recréer ce qu'était l'univers de Balzac. Il dit, je vais commencer, alors il sépare en fait, il donne une date qui est 1811, et il dit 1811 c'est le moment où Balzac lui-même est à peu près conscient, peut voir le monde autour de lui, donc je vais faire tous les romans qui se passent avant, parce qu'il y a quand même des parties de la comédie humaine qui sont dans des siècles antérieurs, et puis ensuite à partir de 1811 je vais les mettre dans l'ordre. Et donc l'idée c'est que je vais voir petit à petit la société telle que Balzac l'a vue lui-même évoluer. Et puis il y a ce fantasme qui est la création d'un univers complet. C'est le même type d'optique que celui qu'on a dans les répertoires. C'est une grande tradition balzacienne, les répertoires des personnages fictifs, où on va faire des annuaires des personnages balzaciens et raconter leur vie par petits bouts. Dans l'édition actuelle de la Pléiade, dans le dernier tome, vous avez ça, vous avez un annuaire. Et c'est ce même type de recréation de l'univers balzacien comme un univers totalement cohérent, en niant aussi ce qu'est le fonctionnement même du texte. Et puis c'est quand même l'application des vieilles technologies anciennes, de passer du récit à l'histoire, c'est-à-dire la structure référentielle, comme elle aurait dû l'être, l'histoire référentielle. Pas l'histoire racontée, l'histoire. Oui, tout à fait. La première pensée de Balzac quand il construit son mobile, il a un projet de jeunesse qui est écrire une histoire pittoresque. Et donc justement, à ce moment-là, c'était une histoire assez simple, chronologique, où siècle par siècle, il allait faire des romans historiques, en fait. Et donc, Béguin veut le transformer en ça, une sorte de roman historique. Et il a fait ce genre de choses sur d'autres auteurs, enfin il a une systématicité Non, je crois que là c'est vraiment lié à l'effet de centenaire. C'est aussi une célébration de Balzac. Bon, Béguin c'est celui qui voit Balzac comme Balzac visionnaire, donc c'est vrai que c'est un peu contradictoire parce que là c'est pas le Balzac visionnaire, c'est plutôt le Balzac réaliste qui veut montrer. Mais je pense que c'est vraiment un effet anniversaire et célébration du centenaire. Je ne vois pas d'équivalent pour d'autres auteurs. Merci pour vos questions, merci pour la présentation.